merci, Monsieur le Ministre. Merci de nous consacrer ce temps ce matin dans votre agenda qui est évidemment très chargé. Ce qu'on vous propose, c'est vous présenter très rapidement le mouvement des EDC. Et puis après, avec Anne-Laure de Chamard et François Vigne, nous vous poserons quelques questions sur les sujets qui sont importants pour nous. Donc, les EDC, c'est le mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. On est 3300 chefs d'entreprise en France et à l'étranger, puisqu'on a des équipes d'expatriés. Notre objectif, en fait, c'est de mettre en cohérence notre vie professionnelle, notre vie de chef d'entreprise et notre foi. Et aussi, on a un désir très fort d'œuvrer pour le bien commun. Je dirais qu'on a trois grosses orientations. La première, c'est d'aider nos membres à mieux comprendre les enjeux actuels du monde. Et notre rencontre ce matin est tout à fait dans ce cadre. Nous avons une autre orientation et qui est peut-être la plus importante pour nous, c'est de continuer à grandir dans la foi. Et la dernière orientation, c'est contribuer à la transformation du monde, notamment en œuvrant pour le bien commun. Je prends juste un exemple sur cette dernière orientation, qui est une initiative que nous avons depuis plusieurs mois et années, c'est Agir avec les EDC, une initiative dans laquelle nous travaillons à l'inclusion des plus fragiles dans l'économie. Nous employons plusieurs centaines de milliers de personnes et donc en fait on a décidé de se rapprocher de toutes les associations qui œuvrent sur le terrain pour les plus fragiles, celles qui aident les SDF, celles qui aident les jeunes, celles qui aident les personnes handicapées ou les anciens détenus. Et nous essayons de créer des ponts avec ces associations et nous leur ouvrir les portes de l'entreprise, leur ouvrir les portes de l'économie pour rendre l'économie plus inclusive. C'est un exemple des actions que nous menons. Voilà, donc on peut peut-être passer aux questions, si vous le voulez bien. Allons-y. Et bravo en tout cas pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Je laisse la parole pour vos questions. Merci Cyril et merci Monsieur le Ministre de nouveau. Bonjour à tous. Alors nous permettrons d'abord, pour prendre tout de suite un peu de hauteur, de rebondir sur une question que vous posez vous-même et que vous avez mise en exergue dans votre dernier ouvrage, Manger la bête. Vous commencez en fait celui-ci par le récit de votre 50e anniversaire, le 15 avril 2019, où la fête a malheureusement laissé place à la vision tragique de l'incendie de Notre-Dame. Et vous terminez ce premier chapitre par l'interrogation « Et si la politique avait pour vocation de redonner une spiritualité à la France ?» Et alors nous interrogeons sur votre propre réponse à cette question. La réponse va être rapide. Moi, je crois que oui. Donc, je pense que le premier défi de la politique aujourd'hui, c'est, avant qu'on parle de spiritualité, c'est de rebrancher l'action politique sur le réel. Je pense que rien ne fait plus de mal à la politique que d'avoir de grands discours qui ne sont suivis d'absolument aucun effet dans la vie quotidienne des gens. J'ai la chance d'exercer des fonctions qui précisément me donnent prise sur le réel. Mais je vois bien que lorsque j'interviens pour dire aux restaurateurs « vous êtes en difficulté », nous allons vous soutenir, il y aura un fonds de solidarité, il vaut mieux que l'argent arrive vite et que la personne chez elle puisse voir sur son compte en banque que la Direction générale des finances publiques lui a versé 1 000, 2 000 ou 10 000 euros. Parce que sinon, le discours politique perd tout son poids et il est décrédibilisé. Donc la première chose, c'est que la politique doit retrouver prise sur le réel. C'est extraordinairement compliqué à un moment où le réel est double. Pardon de faire de la philosophie dès le matin, mais les gens, vous comme moi, nous vivons dans une double réalité. Il y a la réalité des gens qui vous entourent, de votre bureau, du sport que vous faites, de votre voiture, et puis il y a la réalité numérique. Et une partie des gens vivent dans la réalité numérique. Donc reprendre prise sur le réel à un moment où il y a cette duplicité du réel est compliqué. Mais la politique ne peut pas se limiter à ça. J'en suis totalement convaincu. La politique, elle doit aussi faire appel à des choses plus ambitieuses, que j'appelle effectivement une spiritualité. Cette spiritualité, moi, je la mets dans notre pays, dans la France. Je pense qu'il y a une spiritualité française qui tient à notre culture, à notre intelligence, à notre mémoire, à ce que nous avons vécu comme peuple au cours des derniers siècles, aux aspirations qui peuvent être les nôtres. Et le rôle de la politique, c'est de mobiliser cette spiritualité.
Parce que si nous ne la mobilisons pas et que nous nous contentons du réel, d'autres que nous, ça peut être des extrémistes, des radicaux, des illuminés, tout ce que vous voulez, il y en a un bon petit nombre aujourd'hui, vont prendre la spiritualité à notre place. Et je préfère que la spiritualité soit portée par des gens raisonnables, pour moi il n'y a aucune antinomie, plutôt que de laisser le champ de la spiritualité aux dingues, pour faire simple. Donc c'est en ça que je crois qu'effectivement, on doit remettre de la spiritualité dans la politique. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. J'ai une question de mon côté qui est peut-être plus prosaïque. C'est sur cette rentrée qui s'annonce assez contrastée entre les différents secteurs, certains en forte reprise, avec l'impact récessif des dernières restrictions sanitaires qu'on a connues. Vous avez affirmé « nous répondrons présent ». Alors, ma question est la suivante. Comment envisagez-vous donc cette rentrée qui est marquée par la fin du « quoi qu'il en coûte » et quels sont pour vous les enjeux de ces 6 prochains mois, notamment par exemple autour de la présidence européenne, de la taxe GAFA, etc. Alors, je vais laisser de côté les sujets internationaux, j'y reviendrai peut-être plus tard, mais pour répondre à votre question plus précise sur la rentrée et la situation économique. Très franchement, on va se parler très, très librement puisqu'on est entre nous. Nous sommes très agréablement surpris par la vigueur de la reprise. Je pensais qu'on aurait une bonne reprise. Je ne pensais pas qu'on aurait une reprise aussi forte. Les dernières évaluations de l'INSEE mettent la croissance pour 2021 à 6,25. Ça arrive très rarement que les évaluations de l'INSEE soient au-dessus des prévisions du gouvernement. D'habitude, le gouvernement, il est obligé de forcer un peu les choses, d'expliquer qu'on va faire une très bonne croissance, et puis l'INSEE dit « Ah ben non, le gouvernement est trop optimiste, ça va être un peu moins bien ». Là, c'est l'inverse. Donc, nous avons une croissance qui est forte. Nous avons retrouvé le même niveau d'investissement qu'avant crise, un meilleur niveau d'emploi qu'avant crise et un meilleur pouvoir d'achat qu'avant crise. Il ne reste plus qu'à retrouver le niveau d'activité d'avant-crise. Je pense que ce sera pour la fin de l'année 2021. Le résultat de tout ça, c'est que les problèmes, comme toujours dans la vie, ne viennent pas du tout de là où on les attendait. On pensait qu'il y aurait des problèmes de faillite, qu'il y aurait des problèmes de trésorerie des entreprises. Pas du tout. Les 2 problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est des problèmes de pénurie de main-d'œuvre et des problèmes de pénurie de matières premières. Je pense que pour tous ceux qui veulent faire des travaux aujourd'hui, je leur souhaite bien du courage, ils ne trouveront pas un artisan du BTP. Je leur ai expliqué que ça peut commencer en février-mars 2022, mais pas avant, parce qu'ils n'ont pas de main-d'œuvre et ils n'ont pas de bois et ils n'ont pas d'aluminium pour faire la construction de la charpente. Donc on va devoir traiter, comme toujours en politique, des problèmes inattendus. Comment est-ce qu'on forme très rapidement des centaines de milliers de jeunes aux métiers qui sont disponibles? Je pense à la restauration, je pense au médico-social, je pense au bâtiment. Et comment est-ce qu'on règle ce problème de pénurie de main-d'œuvre? Le dernier sujet, à mon sens, qui aujourd'hui va poser une difficulté, c'est celui des salaires, qui est lié à la précédente remarque. À mes amis restaurateurs, je suis un grand fan de restauration et je pense que c'est un des éléments culturels français, en plus d'être un des atouts économiques. Nos amis de la restauration doivent se poser la question de l'attractivité de leur métier. Si aujourd'hui il y a tant de pénurie de main-d'œuvre dans la restauration, ce n'est pas que personne ne veut travailler dans la restauration. C'est qu'il y a une vraie difficulté sur l'attractivité du métier, sur les contraintes horaires, sur les niveaux de rémunération, avec des choses même encore plus concrètes, la disparition des pourboires, parce que plus personne ne paye en liquide, donc il y a de moins en moins de pourboires. Donc c'est des choses toutes bêtes comme ça, et qu'il faut regarder très concrètement pour régler ce problème de rémunération des plus bas salaires. Ça fait 2 ans que j'explique qu'il y a un sujet là-dessus. Je pense que la bonne solution n'est certainement pas l'augmentation générale du SMIC, parce que ça se traduira par moins d'emplois, mais il faut que secteur par secteur, on regarde les problèmes d'attractivité et qu'on y apporte des réponses pour ne pas avoir aujourd'hui autant de pénurie de main-d'œuvre, tout en ayant encore 8% de taux de chômage. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Au sein des EDC, on est pas mal attaché à deux aspects particuliers de la loi Pacte, qui sont les entreprises à mission et la participation des salariés. Et c'est des points que nous promouvons auprès de nos membres. Donc, on est intéressé ce matin pour avoir, selon vous,
le bilan de cette loi et ce que vous comptez faire pour aller plus loin. Alors, merci d'abord de poser cette question parce que ça me tient extrêmement à cœur. Je pense qu'il est temps de bâtir un nouveau capitalisme et que la France a une responsabilité particulière pour porter ce nouveau capitalisme. Le capitalisme qui repose uniquement sur une logique de profit est mort. C'est sûr et certain, ce n'est pas ce que veulent les jeunes. J'ai 4 enfants, j'en ai 2 qui sont en âge de travailler ou qui commencent à être en âge de travailler. Ce n'est pas ça qui les attire. Ce qui les attire, c'est le sens que l'on donne au travail de l'entreprise. Aucun d'entre eux n'ira travailler dans des entreprises qui feraient de l'énergie fossile, par exemple. Ça ne les intéresse pas. Il faut que soit il y ait une mission sociale, soit il y ait une mission environnementale, soit il y ait une mission d'éducation, soit il y ait une mission d'amélioration des paysages. Enfin, il faut qu'il y ait un sens à leur travail. Et l'entreprise à mission, de ce point de vue-là, pour moi, c'est une vraie avancée. Ça figure dans le Code civil, donc c'est à un niveau juridique très élevé. Et ça permet à la France, qui est toujours bon pour notre pays, d'être devant les autres à faire des propositions plutôt que de suivre le mouvement. Je pense très sincèrement que le peuple français déteste suivre le mouvement. Il aime bien aussi, avec le caractère révolutionnaire, original qui est le nôtre, porter des choses nouvelles. Sur la participation et l'intéressement, pour moi, c'est la bonne réponse au problème des salaires. Si on veut véritablement qu'on conjugue maintien de la compétitivité des entreprises et juste rémunération des salariés, il faut que la rémunération soit indexée sur le résultat de l'entreprise. Et ça, c'est le propre de l'intéressement et de la participation. À quoi est-ce que je me heurte et à quoi est-ce que nous nous heurtons? C'est encore trop compliqué. Donc, on va continuer à le simplifier, notamment pour les très petites entreprises. En deuxième lieu, certaines très petites entreprises, je pense à un boulanger qui a uniquement 2 salariés, il se dit, si je m'engage dans l'intéressement, le jour où ça va moins bien, je ne m'en sors pas. Il faut lui permettre d'expérimenter pendant 1 an, par exemple, plutôt qu'une obligation de 3 ans sur l'intéressement. On a prévu cela. Troisième chose, si on veut développer l'intéressement et la participation, moi je pense qu'il faut garder un caractère incitatif et pas obligatoire. J'ai vu que certains candidats à la présidentielle voulaient rendre tout cela obligatoire. Moi, je crois beaucoup plus à l'incitation qu'à l'obligation. Mais derrière cette idée-là, il y a une idée humaine à laquelle je crois profondément, c'est qu'une entreprise, ce n'est pas un patron contre ses salariés. C'est tout le monde dans une même communauté de travail qui aspire à donner le meilleur de soi-même et dont les résultats sont ensuite partagés de manière équitable. Et ça, je pense vraiment, et vous êtes à mon sens les entrepreneurs qui peuvent le plus porter cela, c'est bon pour l'entreprise, c'est bon pour le patron, c'est bon pour les salariés et c'est bon pour la société tout entière. Et je crois vraiment que comme chef d'entreprise qui ont cette affiliation chrétienne, c'est un message à porter avec beaucoup de force. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, comme le rappelait Cyril de Kérald tout à l'heure, nous sommes très attachés aux EDC, au bien commun. Et en ce sens, nous entendons vraiment agir pour accélérer la transition énergétique et environnementale. Et vous avez vous-même d'ailleurs jugé cela urgent et nécessaire lors de la REF récemment. Et donc, ma question est, quelle est votre vision de notre responsabilité vis-à-vis de cette maison commune? Et qu'est-ce que vous comptez faire pour accélérer la transformation énergétique en France, en Europe? D'abord, moi, je confirme qu'on a tous une responsabilité. Ce n'est pas l'État tout seul qui va réussir la lutte contre le réchauffement climatique. Les entreprises ont un rôle absolument décisif. C'est elles qui vont décarboner leur processus, c'est elles qui vont inventer de nouvelles capacités de production plus respectueuses de l'environnement. C'est vous qui faites la différence. Et là aussi, je refuse d'opposer patron et salarié, je refuse d'opposer chef d'entreprise et pouvoir public. Depuis près de 5 ans que je suis ministre de l'économie et des finances, j'ai toujours travaillé main dans la main avec les entrepreneurs. Sinon, entre nous soit dit qu'on n'aurait pas su faire face à la crise.
On a su faire face à la crise économique, la plus grave depuis 1929, parce qu'on a tous travaillé ensemble, main dans la main. Moi, je n'ai pas la prétention d'alimenter moi-même les rayons des hypermarchés face au risque de pénurie. J'ai très bien travaillé avec la grande distribution. Du coup, il y avait ce qu'il fallait dans les rayons de la grande distribution. Ils me demandaient des aides, des soutiens, des facilités juridiques, je les ai données, et eux, de leur côté, ont fait leur job. Même chose pour l'environnement. Il faut que vous nous expliquiez de quoi vous avez besoin, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et que nous, on mette à votre disposition les moyens, y compris techniques, y compris en termes d'innovation, qui vont vous permettre d'accélérer la décarbonation de votre activité. Vous êtes une grande aciérie. Pour décarboner, il faut investir, il faut utiliser de l'hydrogène, ça coûte très cher. Comment est-ce qu'on partage les coûts entre l'entreprise et la puissance publique? Deuxième chose, ça fait lien avec ce que je viens de dire, le problème environnemental, au-delà des comportements, de la sobriété de chacun, va devenir un problème strictement financier. Moi, je plaide pour qu'on lie finance et environnement. Parce que la réalité, c'est que pour accélérer la décarbonation de l'économie, il faut investir des dizaines de milliards d'euros. Et donc, la vraie grande question qui va se poser est une question économique de financement de l'environnement, de financement de la lutte contre le réchauffement climatique, et en deuxième lieu, de protection face à des nations qui, elles, ne vont pas aussi vite sur la protection de l'environnement. Si, pour être très concret, nous investissons 5 milliards d'euros dans l'acierie de M. Mittal à Dunkerque ou à Fos-sur-Mer pour qu'il décarbone sa production d'acier, qu'on fait cet investissement collectivement, il ne faut pas que dans le même temps, vous fassiez revenir de l'acier produit en Chine ou en Turquie dans des conditions environnementales défavorables, parce que tout ce que vous aurez réduit de CO2 à l'intérieur de vos frontières, vous le perdrez par l'importation de produits fortement carbonés. Donc ça, c'est la deuxième chose à laquelle je crois beaucoup. On doit mettre en place une taxe carbone aux frontières, mettre en place un tarif du CO2 qui soit suffisamment dissuasif, et c'est ce que nous allons porter pendant la présidence française de l'Union européenne. J'ajoute un tout dernier sujet qui me tient très à cœur personnellement. Je pense que nous avons, nous, des atouts majeurs en matière de décarbonation de notre économie qui tiennent à l'énergie nucléaire. Donc, je suis toujours un peu stupéfait de voir que, alors que nous avons les émissions de CO2 les plus faibles de toute l'Europe grâce au nucléaire, on nous explique qu'il faut se débarrasser du nucléaire. Ça me paraît totalement stupide. On me dit qu'il y a un risque avec le nucléaire, d'accord, mais il y a un risque de très long terme sur le nucléaire qu'on doit traiter, bien entendu, et puis on a un risque immédiat qui est le climat, auquel le nucléaire apporte une solution. Donc moi, je crois profondément qu'il faut continuer à maintenir de la production d'énergie nucléaire, parce que c'est ce qui nous permettra de conjuguer compétitivité économique et réduction des émissions de CO2. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, il y a un autre sujet qui nous préoccupe au sein des EDC, qui est l'avenir de notre jeunesse. Vous parlez vous-même de vos enfants. Et pour l'avenir de nos jeunes, ça veut dire aussi ne pas leur laisser trop de dettes. Le quoi qu'il en coûte a pu donner à certains de nos concitoyens le sentiment qu'il n'y avait plus de limites. Alors, quelle méthode comptez-vous employer pour permettre à tous les Français d'atterrir sur l'argent magique et plus généralement, pour également sans doute réussir mieux en matière de maîtrise des finances publiques et de réduction de la dette publique, sujet sur lequel vous accordez vous-même dans votre livre la mention passable, qui n'est pas la mention à laquelle vous nous avez habitués? Alors, d'abord sur le choix que nous avons fait, je pense que c'est un choix infiniment moins coûteux que celui qui aurait consisté à ne pas intervenir avec de l'argent public, laisser les faillites exploser et laisser le chômage exploser. D'abord, je pense que les Français ne nous auraient pas laissé faire. Ils se seraient rués dans la rue par millions en disant « aidez-nous ». Et on aurait eu en plus un conflit social, voire un conflit politique. Mais admettons qu'il n'y ait pas de conflit social, admettons qu'il n'y ait pas de conflit politique, que cette crise arrive, 8% de PNB en moins, c'est le chiffre le plus fort depuis 1929. Si nous n'étions pas intervenus massivement, je pense que quasiment tous les chefs d'entreprise qui m'écoutent et avec lesquels nous échangeons ce matin auraient fait faillite ou presque. Et donc, on aurait eu sur le bras des centaines de milliers de faillites.
et probablement des centaines de milliers, voire des millions de chômeurs supplémentaires. Le coût de ces chômeurs et de ces faillites pour la puissance publique aurait été, à mon sens, 2 à 3 fois plus élevé que ce que nous avons dépensé pour protéger l'économie, protéger les salariés, protéger les entreprises. Donc je crois réellement que notre choix était le bon du point de vue économique, mais qu'il était le bon aussi du point de vue des finances publiques. Il est moins coûteux de protéger que d'indemniser. Beaucoup moins coûteux. Ensuite, ça se traduit effectivement par une forte augmentation de la dette. On est à 117%. Je rappelle à tous ceux qui critiquent, venus des partis politiques antérieurs, que ça fait environ 25 ans que cette dette augmente fortement et que la crise de 2008-2010 s'est traduite par 30 points de dette supplémentaires. Donc je crois qu'on est tous confrontés au même défi. Face à ça, il y a plusieurs possibilités. En gros, il y a 3 options. La première option, c'est de dire, bon écoutez, c'est tellement important cette dette, elle est tellement élevée, on ne peut plus la rembourser, donc on dit qu'on ne la rembourse pas et on fait défaut. Faire défaut, ça n'est jamais arrivé en France, sauf une fois dans notre histoire. La France a une signature qui est solide. On parlait de spiritualité, ça fait partie aussi de l'esprit français de rembourser sa dette et du coup d'avoir une signature qui est crédible pour les créanciers. Donc il est hors de question de ne pas rembourser cette dette. Et je pense que c'est totalement irresponsable. L'autre solution, c'est de dire qu'il faut la rembourser le plus vite possible. Donc se précipiter dans ce qu'on appelle la consolidation des finances publiques. Là, c'est simple, vous tuez la croissance. Et d'ailleurs, je constate que nos amis allemands ont une politique encore plus accommodante que la nôtre, puisqu'ils viennent d'annoncer aujourd'hui qu'ils allaient maintenir l'intégralité du quoi qu'il en coûte jusqu'au 31 décembre 2021, là où nous avons fait avec le président de la République un choix différent, qui est de commencer à débrancher les aides dès maintenant. Donc, pour une fois, c'est les Allemands qui sont plus généreux que les Français. Et les Allemands qui sont plus cigales que fourmis par rapport aux Français. Donc se précipiter pour réduire la dette le plus vite possible, c'est tuer la croissance. Or, la croissance est la meilleure façon de réduire la dette. La troisième voie que je propose, c'est une voie d'équilibre. Et je crois beaucoup que notre pays a besoin de cet équilibre. On oublie trop souvent, on dit toujours que la France est révolutionnaire. Oui, enfin la France, elle est aussi le pays de l'équilibre. Est un pays tempéré, de climat tempéré, de nature tempérée. Et ça fait partie de ce que nous sommes. Donc n'oublions pas que la tempérance est aussi une vertu française. Donc ce que je propose, c'est de se fixer un calendrier sur 20 ans, d'ici 2042, de remboursement intégral de cette dette, sur 5 ans pour le rétablissement de nos finances publiques, passant par 3 mesures. 1, la croissance. Ça tombe bien, elle est là et c'est la meilleure façon de réduire la dette. Et d'ailleurs, dès l'année prochaine, grâce à cette croissance, la dette se réduira. En deuxième lieu, c'est les réformes de structure. Et la première des réformes de structure, c'est la réforme des retraites. Elle est absolument indispensable. Il faut que nous travaillions tous davantage. Et vous ne rembourserez pas la dette française si le peuple français dans son ensemble ne travaille pas davantage. Moins de chômeurs, rester plus longtemps au travail, rentrer plus facilement dans la vie active, ça doit être des objectifs collectifs. Et puis le troisième moyen pour réduire cette dette, c'est avoir des règles de finances publiques, je ne vais pas vous embêter avec ces sujets techniques, mais qui soient plus strictes que ce qu'elles sont aujourd'hui, parce que les règles que nous avons, les règles françaises sont typiques, c'est-à-dire que tout est fait pour nous permettre de nous en affranchir, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose en matière de finances publiques. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Fin août, à Longchamp, lors de la rencontre des entrepreneurs de France, vous nous avez dit que vous souhaitiez faire émerger d'autres secteurs puissants, autres que l'aéronautique, l'agroalimentaire et le luxe, dans lequel la France est assez performante. Et donc, du coup, que le plan de relance allait consacrer des moyens importants sur ces secteurs d'avenir. Vous avez pas mal parlé des secteurs de la tech, mais vous n'avez pas beaucoup parlé de l'industrie. Est-ce que vous pensez que la bataille de l'industrie pour la France, elle est perdue? Ou alors, y a-t-il une voie possible pour la réindustrialisation? Est-ce que vous voyez, voilà, quelle est votre vision sur cette réindustrialisation de la France et la place de l'industrie dans notre économie?
Alors, d'abord, quel est l'état des lieux? L'état des lieux, il est très sévère. Nous avons laissé filer notre industrie. Et depuis 30 ans, la part de l'industrie dans la richesse nationale est passée de près de 20% à un peu plus de 11. C'est 11, c'est 12, ça dépend des types de calculs. Là où elle est restée stable en Italie et où elle a augmenté en Allemagne. Donc on a eu tout faux. Et on est tous complices de ça. Les politiques, les responsables économiques, les grands chefs d'entreprise qui nous ont expliqué qu'il fallait inventer la fabless industry, nous sommes tous responsables de ça. Les politiques qui n'ont pas eu le courage de dire qu'on avait un problème de compétitivité coût majeur en France et que par conséquent, les industriels ne restaient pas parce que produire en France était trop cher. Le constat que je fais, il est très sévère et il mérite d'être très sévère. Il nous reste à partir de là 4 industries très puissantes qui font une grande partie de notre puissance industrielle et de notre capacité d'exportation. Le luxe, l'aéronautique, la pharmacie et l'agroalimentaire. Ma première remarque, c'est pour dire que si on veut réindustrialiser le pays, ce qui est évidemment notre détermination totale avec le président de la République et le Premier ministre, il faut soutenir ces secteurs. Vous n'allez pas réindustrialiser à partir de rien. La première priorité, c'est de protéger les secteurs qui sont des secteurs performants et solides. Je prends l'exemple de l'aéronautique. Je les ai massivement soutenus pendant la crise parce que le trafic aérien s'est effondré. Il faut maintenant que l'industrie aéronautique se consolide parce que je pense qu'il y a un problème dans la filière d'avoir trop de TPE ou de PME de taille insuffisante pour être compétitif. Donc, il faut qu'il y ait une consolidation de la filière. On y travaille et nous apportons un soutien important à la filière aéronautique pour qu'elle soit demain la filière aéronautique décarbonée la plus puissante au monde. Je pense que c'est tout à fait à portée de main. Même chose sur la pharmacie. On voit bien avec les histoires Sanofi qu'on a loupé quelque chose. Il faut être lucide. La France a inventé l'ARN messager en 1963 et elle a été incapable de développer un vaccin à ARN messager 50 ans plus tard quand on en avait besoin. Donc il y a un problème de fonctionnement, de lien entre les start-up, les laboratoires de recherche et la grande entreprise industrielle qui est Sanofi. On ne peut pas se dire tout va bien, ce n'est pas possible. Même chose sur l'agroalimentaire. C'est un secteur que je connais bien, j'étais 3 ans ministre de l'Agriculture. L'agroalimentaire doit améliorer sa compétitivité, doit rendre les emplois plus attractifs. Donc, sur chacun de ces secteurs, il reste encore du boulot à faire. Et puis ensuite, il faut effectivement engager cette réindustrialisation que nous avons engagée depuis 5 ans, puisque je rappelle que nous sommes la première majorité depuis 20 ans à avoir recréé des emplois industriels. Alors, je mets de côté l'année 2020 qui est un peu singulière, c'est le moins qu'on puisse dire, mais depuis 2017, nous avons recréé des emplois industriels en France pour la première fois depuis 20 ans. Donc, c'est possible. Comment est-ce que l'on fait? 1, il faut garder un environnement économique favorable. Les impôts de production sont trop élevés en France. 7 fois plus élevés qu'en Allemagne. Donc, nous avons engagé la baisse des impôts de production pour qu'un chef d'entreprise industrielle, quand il décide d'investir, se dise « Tiens, je vais investir en France parce que c'est attractif et que les impôts, finalement, ils ont baissé. » On a baissé l'impôt sur les sociétés à 25%, on a tenu parole là-dessus. Ça rend le pays plus attractif pour l'investissement industriel. Deuxième chose, il faut innover et créer de la valeur. Il n'y a pas de place pour l'industrie bas de gamme ou moyenne gamme en France. Ça n'est pas vrai. Simplement parce que vous n'avez pas payé vos salariés de misère, ça n'existe pas, parce que nous ne serons pas compétitifs par rapport aux grands pays asiatiques ou d'Afrique du Nord. Donc, il faut créer de la valeur. Pourquoi est-ce que je me suis autant battu pour qu'on crée nos propres batteries électriques en France? Parce que demain, la voiture électrique va remplacer à une vitesse beaucoup plus rapide que ce que l'on croit le véhicule thermique, et qu'un tiers de la valeur de la voiture électrique, c'est la batterie électrique. Donc, si 85% des batteries électriques viennent de Chine, ça veut dire que 85% de la valeur reste en Chine. Donc, il faut rapatrier la valeur en France. Et rapatrier la valeur, c'est rapatrier tout ce qui demande
de la technologie, du savoir-faire, de l'intelligence, de la qualification. Ça doit vraiment être notre ligne de conduite. Remettre la valeur en France. Réindustrialiser, c'est garder la valeur chez nous. C'est comme ça qu'on aura des emplois qualifiés et c'est comme ça qu'on réindustrialisera le pays. Enfin, troisième axe de la stratégie, il faut savoir être sélectif. On ne pourra pas tout faire. Donc, il faut choisir les secteurs sur lesquels nous avons déjà des compétences, déjà une capacité industrielle, pour nous permettre de réussir. Je donne un exemple, l'hydrogène. Chez l'hydrogène, on a un grand acteur national de niveau mondial, c'est Air Liquide. On a plein de nouvelles PME très solides, comme McPhy, qui se spécialisent dans l'électrolyse. On a des compétences et des qualifications. On a l'énergie décarbonée avec le nucléaire, qui permet de faire fonctionner les électrolyseurs sans émettre de CO2. On a tout ce qu'il faut pour être leader sur la production d'hydrogène vert. Donc ça vaut le coup d'investir sur l'hydrogène vert. Il y a d'autres secteurs d'activité, en revanche, où je pense que nous sommes trop en retard. Et donc il faut savoir investir massivement sur les secteurs où on est fort pour bâtir 4, 5, 6 filières industrielles nouvelles qui viendront compléter les filières existantes et qui feront le succès de la reconquête industrielle. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Donc, traditionnellement, à tous nos invités, on pose la même question sur laquelle vous êtes tout à fait libre de réponse. Êtes-vous croyant? Et si oui, en quoi cela influence-t-il votre action? C'est la question la plus difficile depuis le début, ça. Je vais vous faire une réponse sincère. Croire, c'est douter. Donc, dès lors que je doute, je considère que je crois. Et en quoi est-ce que ça influence ma vie politique? Ça influence dans la mesure où la vie politique, ça consiste à se lever le matin, à prendre un coup dès le matin 7h10 et se prendre des coups toute la journée, des déceptions, des choses qui ne marchent pas, des attaques, des trahisons. Voilà, c'est la vie politique. S'il n'y a pas quelque chose qui dépasse votre vie politique, la vie politique est insupportable. Le président Obama avait une image que je trouve très juste. Il dit, quand on fait de la politique, il faut avoir des lignes de fuite. Parce que si ce n'est pas de ligne de fuite, la pression est trop forte et c'est tout simplement intolérable. Moi, j'ai quelques lignes de fuite. Il y a ce doute dont je vous parle. Il y a la littérature qui occupe une place très importante. Il y a ma vie personnelle, ma vie familiale. Et ces lignes de fuite font que la vie politique, pour moi, est tout à fait supportable. Je pense à l'inverse que ceux qui sont totalement prisonniers de la vie politique, qui ne font que ça matin, midi et soir, qui ne pensent que politique, qui ne rêvent que politique et qui n'ont pas de ligne de fuite, font de très mauvais politiques. Politique, c'est un engagement total. Mais l'engagement total n'exclut pas d'avoir quelque chose au-dessus ou à côté ou en complément qui vous permet de relativiser la vie politique. Merci beaucoup. Une dernière question et après on va se... Voilà, merci. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, pour conclure, on a une double question pour vous. Qu'est-ce que nous pouvons, nous, faire de plus pour notre pays et qu'attendez-vous de nous? Alors, on peut toujours faire plus pour son pays, hein, je vous le dis très, très sincèrement, mais je ne vais pas vous faire une réponse langue de bois. Je pense qu'on s'est parlé très, très librement depuis le début de cet échange et je veux vous remercier de la qualité des échanges que nous avons eus. Je pense qu'il y a deux choses qui peuvent être faites de plus par les chefs d'entreprise et en particulier par des chefs d'entreprise qui s'inscrivent dans une tradition et dans une foi chrétienne. D'abord, il y a la manière dont on considère et valorise les salariés. Je pense que c'est vraiment un des points absolument clés du capitalisme que je veux bâtir. Les salariés doivent être considérés, valorisés, écoutés, remerciés, y compris financièrement. Et là, vous avez vraiment une action à mener qui me paraît totalement décisive. Parce que ça permet de construire un modèle économique infiniment plus acceptable
Ça permet d'apaiser les tensions. Enfin, inutile de vous dire la puissance des tensions qui traversent la société française. Vous pouvez les apaiser. Il faut qu'on arrête d'attendre tout de la puissance publique et qui redistribue de l'argent public qui n'est pas le mien, mais qui est le vôtre. Je pense que les entreprises ont une première chose à faire, mieux considérer, mieux valoriser leurs salariés. La deuxième chose, elle va peut-être vous surprendre. Soyez plus présents médiatiquement. Soyez plus présents médiatiquement. Je suis très surpris de voir à quel point les chefs d'entreprise ne prennent pas la parole dans les médias, la radio, la télévision, les réseaux sociaux. Il faut vous mobiliser pour porter vos messages. Vous savez, l'espace public, il est à celui qui le prend. Donc vous avez une conception que je soutiens à 1000% de la vie économique et de la vie professionnelle, mais il faut la porter publiquement. Évidemment, quand on la porte publiquement, on se prend des coups, on se prend des attaques, on est critiqué, mais c'est bon signe. Quand on n'est pas critiqué, c'est très mauvais signe. Ça veut dire qu'on est fade, inodore et sans saveur. Et vous connaissez la phrase « Dieu vomit les tièdes ». Je pense qu'on est dans une période où, effectivement, on vomit les tièdes. Vous n'êtes pas tiède, donc faites valoir vos convictions, défendez-les publiquement. Je pense que vous ferez œuvre utile. Merci beaucoup. On va essayer de s'y attacher. Merci pour votre temps aujourd'hui encore. Merci pour cet échange. Voilà, on était à peu près 200 chefs d'entreprise présents ce matin. Donc, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci infiniment et je compte sur vous. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir.